Donc bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent. Donc Claude, on va commencer par une première question toute simple. Comment définis-tu, toi, une maison écologique? Merci Pascal pour ta question. Effectivement, j'ai écrit un article il y a pas mal de temps dans Bill Green et à l'époque j'avais développé l'argumentaire sur le fait qu'on devait s'appuyer sur 4 piliers pour déterminer ce qu'est une maison écologique. Le premier pilier étant que l'habitat doit être respectueux de l'environnement. Alors, au sens large, hein, notamment au niveau de l'implantation. Pourquoi je parle de l'implantation? Parce que tout simplement, de l'endroit où on va décider d'habiter, que ce soit dans du neuf lorsque l'on achète le terrain ou de l'ancien lorsqu'on achète la maison, eh bien, depuis cet endroit-là, on va avoir un tas de déplacements contraints. Qu'est-ce que j'appelle un déplacement contraint? Ce sont les déplacements inhérents au fait qu'on va au boulot, hein. Tout le monde ne peut pas travailler depuis chez lui, hein. Donc quand on va au travail, ben forcément on se déplace. On emmène les enfants à l'école, on va faire les courses, on emmène les enfants ou on va nous-mêmes à un club de sport, club de je ne sais quoi. On a des déplacements liés à notre santé, au fait de nous rendre dans des services, etc. Bref, là où on s'implante, on va générer des déplacements. Et ces déplacements vont engendrer forcément une consommation d'énergie qui elle-même va générer des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est même une grande partie de ces déplacements contraints qui génère qui génère une bonne partie du CO2 que l'on émet lorsque l'on se déplace. Donc c'est à prendre en considération de façon très sérieuse. Également, les matériaux doivent être respectueux de l'environnement. Alors, bien sûr, ils doivent être performants, hein, puisque de leur propre performance vont dépendre pas mal d'autres choses, hein, et notamment dans leur performance, ils doivent nous permettre de consommer peu d'énergie à l'exploitation. Mais également, nous devons prendre garde au fait que ces matériaux aient nécessité peu d'énergie lors de leur fabrication et lors de leur mise en œuvre. Donc, ils doivent être, bien sûr, durables. Or, de plus en plus de systèmes high-tech qu'on nous préconise sont équipés, entre autres, de cartes électroniques. Une carte électronique a une durée de vie statistique de 12 à 15 ans. Et encore, là, on a de la chance, hein, ça peut casser avant. Et souvent, après plus de 10 ans, on ne trouve plus les cartes. Alors, ça ne veut pas dire que l'ensemble est mort, ça veut dire tout simplement on ne peut plus l'exploiter et donc il faut le changer. Donc, il faut faire attention à s'orienter plutôt vers du low-tech que du high-tech, puisque plus on est low-tech, moins on a de risques d'avoir d'électronique qui ne dure pas aussi longtemps que ce qu'on voudrait. Les systèmes doivent être réparables également, ça c'est important, puisque du fait qu'ils soient réparables, je viens de l'évoquer, hein, donc on va pouvoir espérer sur une durabilité beaucoup, beaucoup plus grande, hein. Et puis également, s'ils sont réparables, une efficacité à l'exploitation maintenue à un niveau correct. Si possible, des matériaux d'origine locale, bien évidemment recyclable, hein, puisque le cradle to cradle, hein, voilà, c'est la base, hein, c'est venu d'un endroit, ça doit pouvoir y retourner, hein. Et quand on dit recyclable, c'est pas seulement que techniquement ça pourrait l'être, mais il faut que ça le soit réellement, hein. Donc il y a des matériaux dont on nous dit aujourd'hui, pour en citer quelques-uns, notamment dans l'isolation, de la laine de verre, du polystyrène, du polyuréthane, on nous dit c'est recyclable. Oui, mais ça ne sera jamais recyclé. Et pourquoi ça ne sera jamais recyclé? Parce qu'il est infiniment plus coûteux à tout point de vue, y compris au niveau pollution, etc., de les collecter pour les recycler que d'en produire des neufs avec des ressources nouvelles. Donc, à partir de ce moment-là, si on s'oriente vers le recyclable, ces matériaux-là, qui actuellement sont souvent vendus parce qu'ils sont moins chers que les autres, peuvent devenir potentiellement plus chers, voire infiniment plus chers. Et donc, ils sont recyclables, mais jamais recyclés. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux, hein.
Voilà, ça c'est le premier pilier, hein, l'habitat respectueux de l'environnement. Le deuxième pilier, c'est habitat sain, puisque si on veut vivre dans l'écologie, bah, c'est pour, entre autres, hein, qu'est-ce qu'on entend par habitat sain? Si possible, pas de COV, pas de CIOV, hein, c'est les composés inorganiques volatiles. On entend toujours parler des organiques volatiles, mais par exemple, l'ammoniac qui dégage d'énormes vapeurs absolument toxiques, il n'y a pas une seule molécule de carbone dedans, donc ça n'est pas un COV. Mais si vous vivez dans une ambiance saturée en ammoniac, ça peut être mortel. Alors bon, on le sent l'ammoniac, hein, mais c'est un exemple. Si possible, pas de vapeur et d'émanation toxique, enfin c'est pas si possible, le moins possible. Il faut faire attention également aux champs électriques, électromagnétiques. Hein, donc, on va entrer un petit peu plus dans le détail. Je vais assez vite parce qu'il y a tellement de choses à voir. Le bouquin fait 250 pages, donc c'est difficile de le résumer là en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, pour les électrosensibles, eh bien, si possible, miser sur des zones blanches, par exemple, en ce qui concerne la téléphonie. Pour les autres, peut-être des interrupteurs automatiques de champ, des IAC, pour ne pas avoir de champ électrique généré par nos réseaux à l'intérieur de la maison, des câbles blindés. Si réellement on est très sensible, peut-être faire appel à un géobiologue pour avoir une implantation en tenant compte des réseaux Hartmann et autres. Voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. Et dans l'habitat sain, moi, je mets aussi la production fruitière, potagère, qui, quelque part, rejoint l'autonomie, laquelle autonomie est, pour moi, le troisième pilier. Donc, un habitat doit être autonome. Alors, avec une précaution, attention, autonomie ne veut pas dire autarcie. L'homme est un animal grégaire, il n'est pas fait pour vivre seul. Donc, alors, comment peut-on savoir jusqu'où et comment aller vers l'habitat autonome? Il faut faire une évaluation de la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Parce qu'être autonome, ça n'est pas dire j'ai un abonnement de 9 kilowatts aujourd'hui en électricité, par exemple. Donc, il faut absolument que j'ai en matière de panneaux photovoltaïques une installation crête qui soit plus élevée, des capacités de batterie qui me permettent de disposer de mes 9 kilowatts pendant 3, 4, 5 jours, parce que je peux avoir du non-ensoleillement pendant une durée comme celle-ci. Parce que quand on a 9 kilowatts d'abonnement, ça ne veut pas dire qu'on tire toujours 9 kilowatts, donc il faut déjà répartir la consommation. Il faut voir, donc, dans le cadre d'une résilience, il faut apprécier ce qui est absolument nécessaire. Donc, dans le nécessaire, on peut peut-être mettre les congèles, les frigos, on peut peut-être mettre le minimum pour faire tourner la chaudière. Je vois par exemple des gens qui disent moi, je me chauffe à la granule de bois parce que c'est simple à gérer et comme ça, je suis autonome même s'il n'y a pas d'électricité. Non, un poêle à granule, il y a de l'électricité dedans et pas d'électricité, pas de poêle à granule. Donc, ça ne veut pas dire qu'il consomme beaucoup d'électricité, mais il en faut un peu. Donc, c'est ça l'évaluation de la résilience. Et il faut évaluer également ce qui relève du confort. Parce qu'il y a des choses, c'est fort agréable, mais voilà, je peux m'en passer. Donc, en cas de crise, la résilience, c'est comment je fais quand les systèmes sont dégradés, quand les alimentations sont dégradées. Alors, également, l'autonomie, ça concerne bien sûr l'eau, puisque ça, c'est primordial, l'électricité, la nourriture, les biens de première nécessité. Je parlais des déplacements contraints il y a quelques instants, par exemple, la voiture. Si on a de la pelouse, l'entretien, donc la tondeuse, etc. Et bien évidemment, pour se nourrir, si on peut faire du potager, des arbres fruitiers, etc., c'est aussi ça, l'autonomie. Et l'autonomie, elle peut être également envisagée soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective. Et là, ça rejoint le quatrième pilier, on en aura fini avec cette première partie, le quatrième pilier qui est l'habitat collaboratif, parce que comme je l'ai déjà abordé, l'homme est un animal grégaire, il vit avec des copains. Et alors on peut tous vivre en ermite, mais c'est infiniment plus complexe que de collaborer avec ses voisins. Et donc, l'habitat collaboratif, c'est d'abord effectivement mes voisins, ceux qui étaient là avant moi. Il ne faut jamais oublier que quand on arrive dans un endroit, il était habité avant qu'on soit là, et ces habitants
bah, ok, ils ont le devoir de nous accepter, mais nous, on a le devoir d'accepter ce qu'ils sont. Hein. Parce qu'on ne va pas dire qui est prioritaire sur l'autre en termes de légitimité, mais ils ne sont pas moins légitimes que moi. Hein. Et ceux qui sont arrivés après moi. Hein. Donc, moi, j'ai été accueilli, je me dois d'accueillir l'autre. Hein. Donc, alors également dans l'habitat collaboratif, les biens et équipements de première nécessité que l'on pourrait partager, à commencer par la voiture. Alors, c'est certain que la voiture, ça, on a développé, on a beaucoup parlé de la voiture individuelle. Ben, la voiture va probablement devenir un outil collectif, mais bon, là, on ne peut pas le développer ici, ça serait trop long. Les potagers, les arbres fruitiers, les animaux de compagnie, d'élevage, etc., parce qu'on peut effectivement faire de la production potagère, animalière, fruitière, avec, en collaboratif avec les voisins, parce que avoir des animaux, faut s'en occuper tous les jours, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage. Si on veut faire du potager, quiconque veut faire ses cornichons, et moi j'en ai fait, il m'arrive encore d'en faire certaines années, les cornichons, ça se cueille tous les jours. Et si un jour on n'est pas là, il est bien d'être copain avec son voisin quand même, parce que lui peut peut-être aller les cueillir. Hein. Et là, on rejoint la vie sociale, l'organisation sociétale, etc. Donc ça, c'est important. Hein. Donc voilà, pour moi, ce qu'est un habitat collectif. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que la simple définition de la qu'est-ce que peut représenter l'habitat en lui-même. Oui, on va commencer par cela, parce que le subjectif, c'est ce qui m'attire, c'est ce que j'aime, c'est ce avec quoi je tombe en amour, hein, comme diraient nos amis canadiens. Et donc, le subjectif, c'est ce que mon cerveau reptilien m'incite à faire. Par exemple, moi, j'ai été constructeur, j'ai été charpentier, j'ai déposé un brevet de principe constructif d'ossature bois en kit, etc. J'ai été maître d'œuvre de maison ossature bois en kit. J'ai quand même un petit peu de recul là-dessus. Eh bien, j'aime, ça me passionne, mais pour moi, j'ai eu 3 maisons dans ma vie. Là, je suis dans ma 3e maison. J'ai déménagé plus souvent que ça, mais j'ai été dans 3 maisons qui m'ont appartenu. Je n'en ai construit aucune. J'ai toujours acheté de l'ancien. Alors, de l'ancien, j'avais de la maison, j'ai été propriétaire d'une maison en parpaing que j'ai achetée, elle avait 15 ou 18 ans d'âge, voilà, mais c'était quand même une maison qui préexistait. Elle était en parpaing. J'ai acheté une maison en pisé. Et là, maintenant, je suis dans une maison en pierre. Donc ça, c'est de l'affectif. Et comment j'ai choisi la maison là où je suis arrivé, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est là que je veux vivre. Ben voilà, ça, c'est l'affectif par définition. Alors, on peut avoir, ça peut être la maison de la grand-mère, ça peut être la maison que notre papa a construite, etc. Voilà, il y a plein de choses qui relèvent de l'affectif. Il y a aussi, je vous disais, je suis tombé en amour. Alors, ça peut des fois être de la région. On va en vacances dans un endroit, on dit, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau ici, qu'est-ce que les gens sont sympas, mais c'est là que je veux vivre. Ben voilà, on achète là. Hein. Le lieu, ça peut être beaucoup plus précis, ça peut être l'architecture. On a d'un coup un type de maison qu'on voit, oh mon Dieu, mais j'adore ces maisons-là, j'en veux une comme ça. Hein. Ça peut être lié à l'histoire du bâti, les occupations passées, donc ce que les gens qui ont vécu là ont pu faire. Ça peut être la vie du bâtiment lui-même, ça peut être le type de bâtiment. Par exemple, j'ai toujours été attiré pour acheter un moulin. Je n'ai jamais pu le faire, mais voilà, ça relève du subjectif. Hein. D'autres diront, moi, j'adore les prieurés. D'autres diront, moi, c'est une maison paysanne. D'autres diront, moi, je veux une maison centre-ville, etc. Bon, et ça va jusqu'à l'irrationnel. Il y a des gens pour qui un parquet qui grince, mais il n'y a rien de plus agréable parce que ça signifie qu'il a du vécu. Qu'un mur pas droit, c'est vachement poétique parce que les gens qui l'ont fait n'avaient pas forcément le savoir-faire, ils y ont mis tout leur amour pour faire au mieux de ce qu'ils savaient. Voilà, il faut acheter peut-être de l'ancien. Et puis, si pour d'autres, un angle non droit, un parquet qui grince, quelque chose qui n'est pas parfaitement de niveau ou d'aplomb, c'est insupportable, vaut peut-être mieux aller vers du neuf, hein, donc de la construction. Donc, vous voyez, ça relève de l'affectif. Alors après, on a bien évidemment aussi l'objectif. Alors, l'objectivité, on a souvent quand on achète un partenaire. Donc un partenaire
qui n'est pas dans le couple avec qui on va acheter, par exemple, si on achète à deux, mais qui est le banquier, par exemple. Et le banquier, ben oui, c'est le financier. Hein. Alors, ça, on est totalement dans l'objectif. Alors, certains diront, a priori, on maîtrise mieux le coût dans le neuf. C'est pas faux. Dans l'ancien, il faut prévoir une sécurité. C'est pas faux. Hein. Mais par contre, les délais, a priori, bien que mieux maîtrisés dans le neuf, ça n'est pas forcément aussi simple que ça, parce que dans l'ancien, d'un coup, on a des annexes et divers équipements qui sont là, qu'on n'a pas dans le neuf. On a un garage, on a un abri-jardin, la clôture, le portail, c'est fait, l'arborisation, le potager, tout ça, c'est en place. Eh bien, quand on se rend compte qu'on veut aller acheter un portail, qu'on veut peut-être avoir un abri-jardin pour ranger les outils, etc., et qu'on va acheter, d'un coup, c'est énorme, quoi. Et ça, on ne l'avait pas prévu. Hein. Donc, le financier, ce n'est pas si évident que ça à trancher. Hein. L'occupation également, on peut prendre possession des lieux plus rapidement dans l'ancien. C'est-à-dire qu'un ancien peut être habitable de façon rustique, on l'achète, bon, ok, c'est sommaire, mais on peut aller l'occuper. Alors que le neuf, tant qu'on n'a pas le hors d'eau, hors d'air, un minimum pour avoir du chauffage, de la salubrité, etc., on ne pourra pas. Donc, on peut économiser sur des loyers intermédiaires. On peut avancer par phase plus facilement dans l'ancien que dans le neuf, en disant pour le moment, le chauffage, c'est un vieux fourneau, c'est pas terrible, mais bon, tant pis. Moi, c'est ce que je vis chez moi. Je me lève la nuit, l'hiver. Hein, donc, quand on se couche, on boit 2 grands verres d'eau avant d'aller se coucher, ce qui fait que 3 ou 4 heures après, on a envie de faire pipi. Voilà, on se lève et hop, on remet du bois dans le feu. Puis voilà, puis le lendemain matin à 8 heures, ça va, il fait correct. Et c'est vrai que là, je vais avoir des moyens qui vont évoluer, etc., parce que j'ai fait d'autres choses et j'en arrive à cette phase-là. Donc, j'ai phasé, moi, selon ce qui m'allait à moi. Et là, maintenant, je vais faire l'installation de mon chauffage. Hein. Donc, c'est un avantage. Parfois, on a plus de terrain dans l'ancien que dans le neuf. Hein. Donc, et le critère objectif, ce n'est pas si simple que ça non plus. Hein. Et on a ensuite le troisième critère, qui est le critère technique, à savoir, dans le neuf, on peut plus facilement choisir les techniques et les matériaux qui nous attirent, parce que on part d'une page blanche. Donc, si on n'aime pas l'ossature bois, c'est spontanément plutôt vers le béton, la brique ou autre chose qu'on va se tourner. Par contre, si on ne supporte pas le béton, on peut aller vers l'ossature bois, etc. Donc, on a plus de facilité, on peut plus facilement aller vers ce qu'on aime. On peut aussi espérer plus facilement trouver des artisans qui les maîtrisent, parce que c'est vrai que quand on achète de l'ancien qui a été construit il y a 100, 150, 200 ans, des fois les techniques ont un peu disparu. Les vieux sachants qui avaient le savoir nécessaire pour les travailler ne sont plus là, etc. Hein, donc, c'est à prendre en compte. La rapidité de mise en œuvre, à savoir que les matériaux conventionnels, donc les derniers qui ont été inventés, hein, ne nécessitent que peu de délai de prise, de séchage, de mise en œuvre, etc. Souvent, ça va très vite. Hein. Mais, par contre, le coût, des fois, est plus élevé. Hein, et donc, des fois, sur des habitats anciens, on ne peut pas utiliser ces matériaux-là. On le peut sur des matériaux, sur des habitats neufs, mais à un moment donné, on a besoin de réparer. Et si on a besoin de réparer, qu'on a une maison en pisé, on a toute chance que dans le coin du jardin, on retrouve de la terre pour réparer. Si on a une maison en béton, il va falloir aller acheter chez le négoce du coin du béton, du gravier, etc., ou une bétonnière. Et donc, c'est jamais tranché, quoi. L'exploitation est plus aisée, maîtrisée et certaine dans le neuf, effectivement. On peut espérer avoir moins de pannes, ou si on a des pannes, avec la possibilité de trouver de quoi se dépanner. L'entretien est souvent plus facile parce que on a des opérateurs qui ont été formés assez récemment à ça, et donc les réparations se font plus simplement. Donc, alors, dans l'ancien, effectivement, si on faisait un parallèle avec la voiture, on est un petit peu dans les mécaniques avec intervention, style bout de ficelle, fil de fer, etc. Alors, dans l'ancien, fil de fer, bois qu'on taille soi-même, etc. Donc, on peut bricoler. Et quand on bricole et qu'on prend le temps, c'est moins cher. Et peut-être que dans des périodes de pénurie comme celle qu'on est en train de voir se profiler, qu'on est déjà en train de vivre,
eh bien, on a un bout de planche qui traîne, on a une égoïne, on peut toujours faire quelque chose, hein. Donc, on le fait soi-même, hein. Alors, l'avantage au fil du temps, et souvent pour le low-tech, c'est beaucoup plus durable, ça tombe moins en panne, et quand ça tombe en panne, ben on le répare, comme on disait, avec des bouts de ficelle, hein. Et existe également l'obsolescence programmée, sans compter que souvent, quand on est dans le high-tech, on a des tableaux de bord de Boeing là, ou d'Airbus pour rester européen. Donc on a des trucs magnifiques. On dit, toi, tu peux faire ça, 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 ça. Bah ouais, mais sauf que voilà, on peut faire ça, mais moi je sais pas le programmer, je sais pas faire. Donc voilà, c'est pas forcément si simple que ça, hein. Donc voilà, les trois critères de choix, en fait, quelque part, c'est plus vous, c'est plus ce qui attire la personne qui va acheter ou qui va construire, qui va engendrer. Bon, après, il y a des régions où il y a aussi d'autres critères à prendre en compte, c'est la rareté. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de ma carrière en Haute-Savoie. C'est un département qui capte 10 000 habitants nouveaux chaque année, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre de 40, il y avait environ 140-150 000 habitants. Moi, quand j'en suis parti il y a 15 ans, il y avait 750 000 habitants. Il est bien évident qu'on ne va pas loger 750 000 habitants dans un habitat préexistant pour 150 000. Donc, à un moment donné, là, on a l'obligation de construire, hein. Voilà, donc, et c'est pas si simple que ça, hein. Donc, là encore, oui, faut trancher, mais c'est pas toujours facile, hein. Qu'est-ce que le confort thermique? C'est Le sujet est vaste, puisque oui, on va faire un webinaire dans un mois environ là-dessus, hein, et que c'est l'objet de mon deuxième livre. Et il fait aussi 250 pages, donc forcément, on va difficilement mettre ça en 10 minutes, hein. Mais il faut savoir que ce qu'on nous a vendu, le paradigme ancien, était basé sur une action. Qu'est-ce que j'entends par là? On nous a dit, alors on ne sait pas trop d'où ça vient, hein, ce qu'on nous a dit, mais on nous l'a dit quand même, que le confort dépend de la température ambiante de l'air. Encore que, on sait quand même un petit peu d'où ça vient. Et je vais vous parler d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas, hein, qui est Fenger ou Fenger, je ne sais jamais comment on dit, hein. Mais en tout cas, on nous indique que le confort dépend de la température ambiante de l'air et on a même défini une température de confort. Et en France, on a une température légale. On a même deux. On a la température haute et la température basse. Et la fourchette n'est pas large, hein, puisque c'est celle qui s'applique selon la loi de 48 pour l'habitat locatif. Et donc, c'est 19 degrés maximum dans les espaces à vivre et 18 degrés minimum. Donc, le locataire est en droit d'exiger de son propriétaire qu'il lui permette d'avoir au minimum 18 degrés. Ça, c'est la fourchette des températures légales en France. Alors, pour l'atteindre l'hiver, il faut chauffer pour compenser les pertes, puisque par définition, on chauffe pour compenser les pertes, puisque s'il n'y avait pas de pertes, et attendu qu'on n'a pas besoin de chauffer l'été parce qu'il fait assez chaud dans nos maisons, on n'aurait pas besoin de chauffer l'hiver. Alors, par contre, et conséquence, chauffer consomme de l'énergie. L'énergie consommée coûte cher, hein, donc ça est de plus en plus, hein, malheureusement ou heureusement. Malheureusement, parce qu'il faut l'acheter, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Heureusement, parce que la plupart de l'énergie que l'on consomme, ce sont des énergies fossiles. Et l'énergie fossile, c'est un relâchement énorme de gaz à effet de serre. On nous parle beaucoup du CO2, mais il y a aussi le CH4, le méthane. Et donc, il faut savoir que alors, ça rejoint un petit peu ce qui me motive, parce que j'ai 67 ans et je bosse 70, 80, 90 heures par jour, 6 jours et demi sur 7. Donc, il faut avoir de la passion, ou autrement, il faut être fou. Alors, je ne pense pas être complètement fou, donc c'est la passion. Et la passion, c'est faire pour que le biotope qui nous est favorable, puisqu'on s'est développé pour vivre dans ce biotope-là, continue à nous être favorable et que donc on ne le dérègle pas, on ne le bouscule pas, hein, on ne le perturbe pas. Et on a un équilibre qui est lié sur la température moyenne de notre planète
est due à la présence de gaz à effet de serre dans la haute atmosphère, dont le premier des gaz à effet de serre est l'eau. Ça, on ne le sait pas, mais c'est vraiment le tout premier. Par contre, l'eau a une présence qui est très courte là-haut. Donc, après, celui dont on parle le plus, c'est le CO2, mais il y en a d'autres, il y a le CH4, etc. Il y en a beaucoup. Et notamment le CO2 et le CH4, ce sont des éléments qui stockent du carbone. Et ce carbone, il a été piégé au Carbonifère, c'est-à-dire il y a moins 300 à moins 360 millions d'années. Et quand on chauffe avec des énergies fossiles, le charbon, le fuel, enfin les dérivés du pétrole, le gaz, donc qu'il soit gaz naturel, qu'il soit gaz de schiste, les pétroles issus des schistes bitumineux, etc. Toutes ces choses-là, ça a été stocké entre moins 300 et moins 360 millions d'années. Pour certains, ce sont des végétaux qui sont dégradés, pour d'autres, ce sont plutôt du règne animal. On ne va pas rentrer dans le détail. Et donc, lorsque jusqu'il y a 150, 200 ans, on va dire, on a vécu avec quelque chose qui s'est organisé pour avoir une température, une hygrométrie moyenne, des pluviométries moyennes, des ensoleillements moyens, etc., qui ont fait que l'homme est devenu ce qu'il est, tout simplement. On s'est adapté selon la loi darwinienne. Et là, en 150 ans, on a consommé à peu près 50% de ce qui avait été stocké en 60 millions d'années. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un temps extrêmement court, on a relâché énormément de carbone, entre autres, de CO2, de CH4, etc., et d'autres choses dans l'atmosphère. Et donc, c'est ce qui provoque le bouleversement climatique. Et donc, avec pour conséquence, il fait de plus en plus chaud, on a de plus en plus de canicules, etc. Donc, c'est pas bien. Alors, à partir de là, on nous a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, action, on chauffe. Réaction, puisqu'on ne peut pas continuer. Pour limiter les coûts et polluer moins, il faut limiter les fuites. Ouais, ça part d'un bon principe. Et pour ce faire, il faut isoler. Voilà, c'est ce qu'on nous a vendu. Et on nous a dit, quand vous serez à la température de confort, vous serez bien, etc. Et pour que ça ne coûte pas trop cher et que vous puissiez l'atteindre, il faut qu'on isole. Et donc, on a à partir de là parlé de passoire énergétique, tous des termes que vous connaissez. Et c'est le paradigme ancien. Voilà. Mais, moi, je pense qu'il faut non pas partir de cette situation de confort théorique qui est liée aux travaux de Fenger. Donc là, on va en parler un peu. C'est dans les années 70. C'est un Scandinave qui a beaucoup publié aux États-Unis et qui a développé des modèles d'appréciation. Et donc, on a retenu des choses qui nous intéressaient du modèle et des travaux de Fenger. Il a vraiment beaucoup travaillé, cet homme. Et on a retenu certains trucs pour dire, la température moyenne, c'est 19 degrés. Oui, sauf qu'il y a un tas d'autres choses qui sont à prendre en compte, et notamment le confort, c'est toute situation dans laquelle on ne ressent pas d'inconfort. Paradoxalement, ça s'apprécie par une absence de ressenti où on n'est pas bien. C'est comme quand on est en bonne santé, c'est qu'on n'est pas malade. Donc, c'est con, pardon, c'est bête de le dire comme ça, mais c'est ça. Et c'est comme ça que c'est défini. Le confort est défini comme étant un ressenti issu d'une situation où on ne ressent pas d'inconfort. C'est la définition. Alors, donc, puisqu'on nous parle de chaleur et que notre organisme, à nous, nous sommes des animaux à sang chaud, donc on a une température intérieure que l'on doit stabiliser, qui va se situer aux environs de 37-38 degrés, on prend une fourchette large, et nous perdons de cette chaleur, et nous en perdons énormément par rayonnement. Et donc, cette perte par rayonnement, qu'est-ce que c'est ? En fait, le rayonnement, c'est des infrarouges qu'on échange. Quand vous vous mettez devant un feu de camp la nuit, même l'hiver, il peut faire moins 10 dehors, devant la partie qui est proche du feu, eh bien, elle n'est pas forcément très élevée, mais par contre, vous ressentez, vous, beaucoup de chaleur, parce que
on capte ce rayonnement. Et chaque fois qu'on arrête un rayonnement infrarouge, notamment, c'est celui qui nous intéresse le plus dans les gammes de rayonnement, hein, eh bien, l'arrêt de ce rayonnement infrarouge provoque une dissipation de l'énergie qu'il représentait sous forme de chaleur. C'est comme ça que le Soleil chauffe la Terre. Et donc, nous-mêmes, quand on est dans notre habitat, on échange avec tout ce qui nous entoure. Les parois, l'agencement, l'aménagement, tous les éléments à l'intérieur, on échange avec eux. Et donc, dans l'ordre d'échange, on a, si possible, l'idéal, ça serait d'être dans l'équilibre. Si on pouvait envoyer autant de rayonnement, parce que tout ce qui est chaud, c'est-à-dire qui est au-delà du zéro absolu, au-delà du moins 273 degrés Celsius, rayonne et envoie de l'infrarouge. Plus ou moins, hein, mais tout rayonne. Et donc, si tout était à la même température, c'est-à-dire, par exemple, on va imaginer que nous, on a 38 degrés, tout ce qui est autour de nous est à 38 degrés, on aurait même trop chaud parce que notre peau, elle, est plutôt aux environs de 28, 30, 32 degrés. Donc, si tout ce qui est autour de nous était aux environs, on va dire, de 28, 30 degrés, on serait dans un confort parfait. Sauf que ça n'est pas ça. Et donc, dans une maison, dans un habitat, qu'est-ce qui est le plus chaud? Le point de chauffe. Donc, le plancher chauffant si on est en plancher chauffant, les murs radiants si on est en chauffage par panneau rayonnant, le poêle, les radiateurs, etc. Ça, c'est ce qui est le plus chaud. Hein. Donc, on va dire qu'un poêle, il peut monter à 150, 200 degrés, on peut s'y brûler. Un radiateur, normalement, on peut poser la main dessus, on ne se brûlera jamais, mais ça peut atteindre 50, 55 degrés. Hein. Et nous-mêmes, nous sommes aux environs de 30 degrés. Et les éléments qui sont autour de nous, nos parois, tout ce qui constitue notre habitat, est à la température ambiante. C'est-à-dire, et encore que les parois, elles peuvent avoir fui et la température de surface peut être inférieure. Et donc, tout ce qui est plus froid que moi va capter plus d'infrarouge que moi, je ne vais pouvoir lui en envoyer. Et je vais avoir un déséquilibre. Et dans l'ordre de capacité de chauffe, ce qui chauffe le plus, la première chaudière, ce sont effectivement la chaudière, ce sont les radiateurs, ce sont les poêles, ce sont, etc., tout ce qu'on vient d'énumérer. Et la deuxième source de chaleur, c'est nous, les occupants. Et donc, nous avons une décharge, on va le dire comme ça, on a un débours, on a un déséquilibre, on perd plus de rayonnement qu'on en capte. Et ça, c'est un ressenti d'inconfort. Et donc, qu'est-ce qu'a démontré Fanger dans ses travaux? Il a fait un tas de recherches, il a pris des gens, il a dit, on va essayer de mettre tout ça en équation, mais il faut d'abord partir du fait que pour être dans le confort, il faut que les gens ne ressentent pas de l'inconfort. Donc, il a tout basé ses travaux sur des tests, des essais, etc. Et il a tiré son modèle, il y a plein de grilles, hein, et on s'est rendu compte que un des premiers éléments qui influait sur le ressenti de confort, c'est l'humidité relative. Donc, à quel degré d'humidité relative se trouve mon air? C'est 55%. On ne va pas aller voir ce qu'est l'humidité relative, ce serait trop long. Si vous avez des questions après, je pourrais y revenir. Mais là, pour le moment, on va se contenter de dire faudrait être à 55% d'humidité relative, et si on est au-delà de 65 ou 70, on est dans l'inconfort. Et pour revenir dans le confort, on a deux solutions. Soit on baisse la teneur absolue en eau dans l'air, donc pour ça, il faut extraire de l'air trop mouillé pour faire entrer de l'air plus sec, donc renouveler l'air, soit on monte la température. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent « je ne suis bien chez moi que quand j'ai 21 ou 22 degrés ». Eh bien, c'est souvent, quand on fait une recherche, une analyse, parce que ça se mesure, l'humidité relative dans l'air, hein, eh bien, on a trop d'humidité relative et ils sont obligés de chauffer plus. Hein. C'est aussi la stabilité de l'air. Ça, on le ressent assez facilement. On sait quand on est dans un courant d'air que quelque part, l'été, c'est une source de confort parce que ça nous dit tu te rafraîchis et l'été, il faut éviter d'être en surchauffe. Mais l'hiver, par contre, ça te dit tu perds de la chaleur. Attention, c'est pas bon. Hein. Il y a ensuite les gradients de température. C'est-à-dire si une pièce est à 25 degrés, une autre est à 15 degrés, le fait de passer de l'une dans l'autre, il va y avoir de l'inconfort. Si j'ai une paroi qui est très chaude, une autre qui est très froide, mon corps va le ressentir, je vais avoir un déséquilibre, je vais avoir une notion d'inconfort. L'habillement est très important lorsque dans un habitat, on porte des vêtements comme j'ai là. Par exemple, moi, je ne suis pas hyper habillé, mais j'ai quand même des choses sur moi. Eh bien, en s'habillant à l'intérieur d'un habitat l'hiver,
On peut ressentir le même sentiment de confort avec une température, on peut aller jusqu'à 4 degrés de moins. C'est énorme. Hein. Or, de plus en plus, on veut vivre dans nos maisons presque tout nu, quoi, à pieds nus sur le sol, etc. C'est aberrant. Hein. Et enfin, on a la stabilité de la température, donc ne pas connaître des fluctuations trop importantes. Et vous voyez, ça, c'est ça la notion de confort. Alors, moi, je préconise, avant même de se poser des questions sur les techniques de construction, etc., j'y reviens, parce que c'est essentiel, bien choisir son lieu d'habitat. C'est son lieu de construction, le lieu où on va s'implanter. Alors, c'est vrai que souvent, quand on s'éloigne des grands centres urbains, des grands centres de concentration d'activités, etc., on a des choses qui sont moins chères. Mais par contre, ce moins cher est souvent plus grand, va, ne l'oublions jamais, être plus coûteux à chauffer, parce que plus c'est grand, plus il va falloir que je chauffe, et le chauffage va devenir un problème quand même assez important, hein, mais également va nécessiter du coût de déplacement, et aujourd'hui, acheter de quoi faire le plein. Je sais que notre gouvernement vient de nous faire une belle remise là de 15 ou 18 centimes par litre, je ne sais plus, mais ça va durer ce que ça va durer. Et compte tenu qu'on tape à l'infini dans une réserve finie et qu'on est en train de bouleverser complètement le climat avec ces consommations d'énergie fossile telles qu'on l'a vu, il faut faire très attention à limiter ces coûts des déplacements et les temps de déplacement, parce que tout le temps qu'on passe à se déplacer, en ville, par exemple, on passe du temps à se déplacer dans des transports en commun de plus en plus. Bah, on peut lire, on peut, maintenant avec les ordinateurs portables, on peut travailler un peu, etc. Mais quand on conduit sa voiture, bah, même quand on est dans un embouteillage, on ne peut pas faire autre chose, peut-être écouter un petit peu de podcast, voilà, pourquoi pas, hein, mais ça s'arrête là. Hein. Également, bien penser que à un moment ou à un autre, peut-être on va devoir vendre ou mettre en location parce que on se déplace, parce que on se sépare, parce que voilà les aléas de la vie, les opportunités, etc. Et que donc au fur et à mesure que tout évolue, il faut se projeter autant que faire se peut, et Dieu sait que c'est pas facile, de ce que pourrait être la situation demain. Et en ce moment, je vous l'accorde, c'est très complexe. Alors également, on a le climat qui est à prendre en compte, hein, l'environnement au plus proche. Si par exemple on achète en montagne et qu'on achète sur le versant nord, il y a assez peu de chances. J'ai jamais su me rappeler, je me rappelle de l'Adré, je me rappelle jamais du nom, enfin peu importe. Mais donc si on achète sur le versant nord de la montagne, l'hiver quand on a besoin de se chauffer, il faut pas trop compter sur l'ensoleillement pour nous réchauffer de façon passive, ni sur les panneaux, qu'ils soient photovoltaïques ou de production d'eau chaude thermique, hein, solaire. Donc voilà. Et après, je dis également que si une maison peut s'améliorer, pas un terrain. Donc le lieu, c'est vraiment très important. Si on achète dans un lieu qui n'est pas ensoleillé, il le demeurera. Si on achète sur un terrain qui est humide, il le demeurera. Si on achète dans une zone à risque inondable, elle y demeurera. S'il est loin des centres d'intérêt ou obligations de déplacement, bah, ça sera immuable. Hein. Donc vraiment, ne pas se gourer là-dessus. Après, je dirais que quand on achète de l'ancien, et plus que d'aller sur les matériaux eux-mêmes, hein, déjà, si on va dans l'ancien, il faut faire attention aux défauts de conception et d'orientation. Hein, parce que si on achète une maison qui est complètement à l'envers, c'est rare, hein, parce que les anciens étaient quand même logiques. Hein. Mais ça peut arriver. Ça peut d'autant plus arriver sur des maisons que l'on peut considérer comme étant des maisons anciennes, tout simplement parce qu'elles existent, qui ont été construites il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ou, par exemple, on a des zones habitables, hein, des lotissements qui ont été faits avec, d'emblée, on a divisé les parcelles et on a dit il y a des zones aedificandi et des zones non aedificandi. Donc, vous pouvez construire un et pas là. Et ce n'est pas forcément à l'endroit où vous autorisez à construire qu'il y a le meilleur ensoleillement, par exemple. Et également, il y a certains lotissements où vous avez des sens de fêtage. Alors, il y en a des fois, ils sont tous dans le même sens.
Si c'est dans le bon sens, c'est parfait. D'autres fois, ils sont tous dans le mauvais sens. Ça veut dire que vous allez pouvoir, par exemple, avoir des pans à l'est et à l'ouest, mais pas au sud. Donc, c'est pas là qu'on va avoir le meilleur de la captation solaire. On a des lotissements où on a les sens de fêtage qui sont alternés, donc un dans un sens, un dans l'autre, un dans un sens, un dans l'autre, donc il faut y faire attention. Donc, on a pas mal de choses à prendre en considération. Des distributions aberrantes qui, des fois, sont difficiles à corriger, parce que, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup en Haute-Savoie, donc dans le Chablais. Eh bien, pour ceux qui connaissent, quand on est sur les Voirons, on a une magnifique vue sur le Léman, sauf qu'on est plein nord, pleine bise, et donc souvent on achète des maisons, oui, elles ont été construites parce qu'il y a une vue magnifique, etc. Ouais, mais dès qu'il fait froid, les menuiseries au nord ne capteront pas de soleil, sont des sources de déperdition. Alors si aujourd'hui on sait faire des menuiseries extrêmement performantes avec des vitrages extrêmement performants, une menuiserie qui a 15 ou 20 ans, c'est probablement pas le cas. Donc, vous voyez, il y a ces choses-là à prendre en considération. Donc, on en arrive donc au mauvais choix de matériaux lors de la construction. Ça ne se bonifiera pas. Donc, une menuiserie, par exemple, de qualité moyenne, elle ne va pas se bonifier. Un bâtiment bradé, il faut toujours se méfier, parce qu'une mauvaise affaire est toujours trop chère. Moi, j'ai un ancien collègue charpentier qui est sûrement mort depuis très longtemps parce qu'il avait 25 ans de plus que moi, donc il serait déjà passablement âgé. J'espère qu'il vit encore. Mais disait, c'était Raoul Bouvier, pour ceux qui le connaissent, Contamine-sur-Arve. J'ai toujours entendu Raoul dire, tu sais, lui, il parlait des outils. Il y a des outils, si on te les offre, il ne faut pas les prendre. Et il y a des biens, et il parlait même de temps en temps des biens, tu sais, il y a des biens, une maison, là, même si on te l'avait donné, il n'aurait pas fallu l'acheter. Parce que un os, c'est un os. Donc, on a aussi des vétustés réelles, voire avancées, avec des risques réels ou pas de risques. Il y a des fois des vétustés, ce n'est pas dangereux, mais c'est vétuste. Il faut savoir l'analyser pour en prévoir à la fois la réalisation de réparation et le financement. Donc, c'est à prendre en compte. Il faut aussi, quand on achète de l'ancien, se méfier de la mariée qu'on a maquillée comme un camion volé. Donc, des fois, c'est trop beau pour être vraiment sincère, quoi. Donc, se méfier des coups de peinture faits il y a un mois ou 2 mois avant la mise en vente. Donc, des fois, ça cache beaucoup de choses. Si on a des matériaux ou des techniques anciens qui ont prévalu à l'édification du bâti, est-ce qu'on sait encore les travailler? Est-ce qu'on les trouve encore? Est-ce qu'ils répondent encore aux standards actuels? Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération. Et on en arrive à la construction neuve, effectivement. Se méfier du commercial qui expliquera en règle générale tous les avantages du matériau qu'il est en train d'essayer de vous vendre ou de la technique qu'il est en train de vous préconiser, parce qu'il vous parle rarement des limites. Donc, souvent, c'est « Oh, vous verrez, c'est facile à utiliser. » Oui, mais est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est autre chose. Rapidité de mise en œuvre, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme on dit. La fatigue s'accumule. Les systèmes high-tech à haute performance, donc on en a parlé un petit peu déjà, la durabilité, l'entretien, la complexité d'utilisation. Les systèmes installés et exploités, reconnus et répondant aux obligations administratives, c'est bien, mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? La disponibilité des matériaux, et après, effectivement, on peut aussi aller vers les techniques que je préconise, à savoir que, par exemple, pour les fondations, on n'a pas trop le choix, à moins de vouloir faire des fondations, ce qu'on appelle cyclopéennes, donc avec des lits de sable, de pierre, etc. Ça a fonctionné pendant des années et des années. Aujourd'hui, ça n'est plus aux normes, mais pourquoi pas si on le fait pour chez soi. Par contre, si on le fait pour chez soi, est-ce qu'on pourra revendre? Donc là, on revient éventuellement donc, sur l'auto-réalisation. Et pour les fondations, ça va être des semelles de béton au ciment Portland ferraillé, ce qu'on appelle la semelle filante. Donc le dimensionnement, là, il est lié à la taille de ce qui va venir dessus, les charges, l'état du sol, la capacité de portance du terrain, est-ce qu'on est en zone sismique ou pas, etc. Donc il y a beaucoup de systèmes.
Si on s'oriente vers tout ce qui est à base de béton, et Dieu sait qu'en France, on a quand même été les rois du béton, hein, c'est 80-90% de l'habitat qui a moins de 50 ans. Hein. Il faut savoir qu'on s'oriente vers quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie à la fabrication, qui s'appuie sur une denrée qui devient extrêmement rare, qui est le sable. Alors, ça semble bizarre de dire oh, du sable, il y en a plein dans le Sahara. Bah oui, sauf que le sable du désert est tout rond. Et pour faire du béton, il faut des sables avec des arêtes vives. En tout cas, les ciments, les bétons au ciment Portland, par exemple. Hein. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas parmi les plus perspirants, même s'ils ne sont pas aussi catastrophiques que ce qu'on entend souvent. Voilà. Donc, après, moi, je serais plutôt attiré et je vous orienterai plutôt vers des systèmes simples, basiques, parce que ça, on l'approche de chez soi. Ça va être l'ossature bois. Même si aujourd'hui le bois commence à être sous tension, ça va être les constructions à base de paille. On a construit autrefois en terre, donc soit terre cuite. Alors aujourd'hui, la brique de terre cuite, on revient à la consommation d'énergie pour les produire, hein. Mais on a aussi les constructions en briques adobe, donc de terre crue. On a la bauge, on a le pisé. Donc vous voyez, des solutions qu'on a utilisées, c'est toujours possible. Alors ça va moins vite, hein. On met plus de temps, mais quand on creuse un trou dans le jardin pour trouver de la terre à piser, si on a de la terre à piser, bah, ça coûte d'avoir creusé un endroit où peut-être on va faire une serre semi-enterrée ou je ne sais quoi. Hein, donc voilà, ça peut être pertinent. Hein. Le bois, bah, si possible, du bois local. Les isolants, si possible, des isolants plutôt biosourcés, géosourcés, j'irais jusqu'à dire localo-sourcés. Hein, donc, et notamment, peut-être au lieu d'isoler, se tourner vers le confort thermique lié à une correction thermique et non pas à une isolation. On va redécouvrir qu'on peut être tout à fait dans le confort avec des consommations d'énergie tout à fait raisonnable, maîtrisé, proche parfois même moins qu'avec des isolants conventionnels qui ne seraient pas hyper performants, au-delà du lambda qu'on leur prétend avoir. Hein. Et donc, bien peut-être un terre-paille, un béton de chanvre chaud, des blocs chanvre chaud, etc., chanvre ciment naturel, pouzzolane, ouais, on a beaucoup de matériaux qui sont possibles à utiliser. Hein. Donc, si vous pouvez vous tourner vers ça, mais je crois que la semaine prochaine, si j'ai bien repéré, c'est Yves Eustache de Caribati. Voilà, qui là va développer beaucoup plus que moi. Hein, donc ce sujet-là, puisque c'est son sujet prévu initialement. Hein. Donc, alors je ne sais pas si tu veux qu'on revienne à l'autoconstruction, autoréalisation, Pascal. Alors on approche de l'heure de webinaire. Oui, exact. Oui. On n'a pas beaucoup de questions, mais par contre, il y a Marie-Floriane qui nous demande, qui habite en Martinique, je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Département d'Outre-mer. Quels sont les points qui pourraient justement être abordés sur ces territoires-là, sur les les points délicats, les spécificités. Voilà. Tout à fait. Ok, alors, bon, dès l'instant où on s'approche, on quitte la période tempérée qu'est la nôtre, hein, donc pour aller plus se rapprocher petit à petit de l'équateur. On n'est pas, quand on est en Martinique, on n'est pas sous l'équateur, hein, mais on se rapproche des zones tropicales, etc. Donc, on a plus de chaleur, on a plus d'humidité. Donc, forcément, on a plus de risques d'attaque de moisissures, d'insectes xylophages, etc. On a plus besoin de se prémunir contre le chaud. Et Dieu sait que quand on a un air chaud et fortement chargé en humidité, c'est difficile d'espérer y être dans le confort en ne climatisant pas. Et la climatisation, c'est vraiment une horreur. Hein, puisque non seulement ça coûte à installer, mais ça consomme énormément. Et on approche du moment, et on y vient petit à petit, où on consommera plus pour les clims l'été qu'on ne consommera pour le chauffage d'hiver. Et comme on a des difficultés d'appro en énergie, hein, et qu'on n'a jamais des systèmes de chauffage qui ont des rendements à 100%, ben on contribue encore à réchauffer
l'atmosphère ambiante. Donc, finalement, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, qui était d'être dans un confort relatif, mais quand même accord acceptable, ben, on va l'être de moins en moins. Donc, il faut se tourner vers des solutions simples. Et par exemple, on va utiliser des matériaux locaux. Donc, localement, on va pouvoir travailler avec de la pierre locale. Hein, il y en a. On va pouvoir travailler avec de la chaux parce que ces îles-là ont forcément beaucoup de montagnes, enfin de parties des îles qui sont calcaires, puisque souvent elles sont émergées suite à des dépôts donc de micro-organismes, des coques d'animaux marins, etc., qui ont donné du calcaire, et ce calcaire, si on le cuit, eh bien, on en fait de la chaux. Hein, bon, voilà. Donc, et l'objectif là n'est pas de se prémunir contre le froid, mais plus contre le chaud et contre les typhons et autres. Donc, bien faire attention à l'implantation, ne pas être dans des zones inondables, ne pas être dans des zones à risque de glissement de terrain. Donc voilà, ça c'est des points de vigilance à avoir. Et si on peut acheter avec de la surface de terrain, on va, et c'est peut-être le seul endroit où ça se justifie, installer et donner priorité à l'installation d'un ce qu'on appelle puits canadien. Alors, au départ, on a dit que c'était aussi un puits provençal. Moi, je préfère parler de puits climatique. Et en Provence, quand on en faisait, ça n'était pas pour lutter contre le froid, c'était pour lutter contre le chaud. Pourquoi ça? Parce que à 1,50 m, 2 m, 2,50 m de profond, on a, dans ce qu'on va appeler le tréfonds, c'est son nom d'ailleurs, une température stabilisée aux environs de 12-13 degrés. Et si j'ai de l'air ambiant qui est à 28, 30, 35 degrés, qui est à une humidité relative élevée de l'ordre de 60-70%, donc il y a beaucoup d'eau dedans, si je fais transiter cet air dans une canalisation de dimension adaptée, de longueur adaptée à 1,50 m, 2 m, 2,50 m de profond, je vais faire une circulation relativement lente de telle sorte à permettre à l'air de se refroidir. Donc, ça va provoquer deux choses. Je vais faire pénétrer cet air dans mon habitat en renouvellement d'air. Donc, je vais faire entrer de l'air beaucoup plus froid, frais, on dira. Hein. Donc, je vais faire baisser ma température ambiante. Mais surtout, cet air qui aura transité dans ce puits climatique, se refroidissant, on aura provoqué la condensation de la vapeur d'eau qu'il contenait et on aura fait baisser sa teneur absolue en eau. Et au lieu d'avoir peut-être à, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais à 30, 32, 35 degrés, si on a 60% d'humidité relative, on a peut-être 10 grammes, 12 grammes, 15 grammes d'eau par kilo d'air. Je vous disais tout à l'heure, on ne va pas entrer dans le détail ici, allez, on va le faire très vite. Qu'est-ce que c'est l'humidité relative? Il faut se dire que c'est la quantité d'eau sous forme vapeur contenue dans une quantité d'air déterminée. Et pour ça, on parle de grammes d'eau si elle était condensée, donc si elle était liquide, par kilo d'air. Qu'est-ce qu'un kilo d'air? Un kilo d'air, on a l'impression que ça pèse rien. Ben, ça pèse rien parce qu'on en a dessus, dessous, sur les côtés, donc on est au milieu de l'ensemble, donc on n'a pas de difficulté avec ça. Et on a l'impression que ça pèse rien, sauf que ça a bien un poids. Et on sait tous ce que c'est qu'un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge, etc. Donc les appareils, j'entends les appareils 5 kg, donc 60 cm de large. Eh bien, ces appareils-là, si on en met deux côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre, on a environ 0,750 m3, ce qui correspond peu ou prou à 1 kg d'air au niveau de la mer à 1000 quelques millibars. Bon, voilà, un truc relativement classique. Et donc, voilà, si vous avez deux lave-linges, deux sèche-linges ou deux appareils de ce type-là, vous les enlevez, le volume d'air qu'aura pris la place de ces deux appareils-là, c'est 1 kg d'air. Et si dans ce kilo d'air, vous vaporisez de l'eau, des grammes d'eau, et vous la chauffez, elle devient vapeur, à ce moment-là, on va pouvoir mesurer l'humidité relative. Et à 19 degrés, donc la température légale en France, celle dont on dit que c'est la température de confort, à tort, telle qu'on l'a légèrement abordée. À 19 degrés,
55% d'humidité relative, ce que Fanger a déterminé comme étant la zone de confort la plus courante signalée par les gens qu'il a testés, eh bien, c'est 55% d'humidité relative. Et 55% d'humidité relative à 19 degrés, c'est 7 grammes d'eau par kilo d'air. Qu'est-ce qu'un gramme d'eau? On a vu ce qu'est un kilo d'air, c'est 2 lave-linges, 2 sèche-linges. 1 gramme d'eau, si vous prenez une cuillère à café classique, c'est environ 3,5 grammes d'eau. Alors, ça peut aller de 3 à 4 grammes, hein, parce que les cuillères sont un peu variables, mais on va dire, voilà, en gros, quand vous avez 2 cuillères d'eau que vous avez fait évaporer, donc où toute la vapeur a été répartie dans l'équivalent de 2 lave-linges, vous avez 55% d'humidité relative dedans. Et si vous avez 10 grammes ou 12 grammes ou 15 grammes, eh bien, vous passez à 19 degrés, vous montez à 70, 75, 80, 85% d'humidité relative. Et si vous refroidissez cet air, à un moment donné, cet air, on atteint ce qu'on appelle le point de rosée, c'est-à-dire la température à partir où précisément la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle ne se voit pas. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui sort de la bouilloire, etc. On dit, ah, je vois de la vapeur. Non, non, ça, c'est déjà des gouttelettes d'eau. La vapeur, ça ne se voit pas. Hein. Et donc, à un moment donné, vous avez une paroi qui est trop froide, vous avez une condensation qui s'opère et vous avez de l'eau liquide qui apparaît dessus. L'été, vous prenez un pastis ou un coca frais, prenez ce que vous voulez, vous avez du liquide qui est très froid dans votre verre, donc la paroi du verre est froide, l'air ambiant alentour est beaucoup plus chaud, il a une teneur en vapeur d'eau déterminée, sauf qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la paroi, à un moment donné, cet air il devient lui aussi très froid, et sur la paroi, il est tellement trop froid que l'eau se condense. C'est le point de rosée, le fameux point de rosée. Et donc, quand vous prenez aux Antilles ou ailleurs de l'air chaud, saturé de vapeur d'eau, que vous le faites passer dans un endroit où c'est beaucoup plus froid, vous allez provoquer la condensation de cette eau. Et donc, vous allez faire baisser l'humidité relative. Et on sait que quand on est au-delà de 65% d'humidité relative, on est dans l'inconfort. Et donc, si vous avez fait baisser la teneur absolue en eau de cet air par son passage dans le puits climatique, quand l'air va entrer dans votre habitat, il sera plus frais, déjà, donc ce sera déjà plus confortable, mais il sera surtout infiniment moins chargé en eau et il vous fera baisser l'humidité relative intérieure de façon considérable et sans autre chose qu'un petit ventilo qui vous force l'air à circuler là-dedans, eh bien, vous allez avoir une climatisation naturelle.